Faire la caméra sous ecstasy, c'est impossible. J'avais monté l'escalier, j'avais les jambes coupées comme ça, et je regardais, j'avais les pupilles dilatées, et tout le monde dans l'équipe me disait « Mais Gaspard, tu tournes ?» Et j'étais là comme ça, les yeux hallucinés. What's the meaning of life? Love. Moi, j'ai fait l'école des Lumières. On m'avait appris à l'époque à cadrer, à faire le point, à éclairer. Et aussi, j'avais des cours de scénario. On m'avait dit, ouais, pour faire un film, il te faut d'abord un scénario. Tu mets séquences, intérieur jour, extérieur nuit, tac, tac, et tu mets les dialogues. Il y a une réalité qui est celle d'écriture. T'es tout seul. Tu utilises tes propres mots, pas ceux des autres. Et t'as la réalité après du tournage qui est très différente. Et t'arrives jamais à voir exactement ce que tu veux, mais tu peux avoir d'autres choses. Donc, l'expérience de Carnes m'a prouvé que finalement, mes dialogues n'étaient pas forcément bons, et ceux qui étaient proposés par Philippe Lahan ou par d'autres gens étaient meilleurs que moi, surtout au niveau des mots utilisés. Après, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'écrire à l'avenir des scénarios où on ne rentre pas dans les dialogues, mais on suggère la thématique des dialogues et l'aboutissement des propos des uns et des autres. C'est comme ça que j'écrivais des projets très courts en 2-3 pages. En attendant, je m'étais retrouvé à vouloir faire une suite à Carnes pour en faire un long métrage. Cette deuxième moitié est devenue un long métrage à lui tout seul. Et il n'y avait pas de voix off, par exemple, dans le scénario. Et finalement, ce qu'on retient le plus de ce film-là, une fois le film fini, c'est toute la voix off que j'ai écrite pendant une semaine, bourré la nuit, en ayant chronométré exactement toutes les séquences où le boucher déambulait tout seul dans la rue, où il était chez lui. Du coup, j'avais la durée exacte de chaque scène où il y avait du silence. Chacun sa vie, chacun sa morale. Et si je devais résumer ma vie elle est très simple, c'est celle d'un pauvre type. Voilà le genre de truc qu'il devrait écrire un jour. C'est l'histoire d'un homme comme tant d'autres. Son histoire est banale. Après ça, je me suis dit, tiens, je vais maintenant faire un film plus sérieux, avec des moyens, et je voulais faire Enter the Void, qui à l'époque s'appelait Soudain le vide. C'est le seul scénario que j'ai vraiment écrit de A à Z, d'autant plus que je voulais faire un film psychédélique et qu'il fallait détailler tous les trucages ou les images à venir. Et c'est très dur de faire un film pictural que tu décris avec des mots. Et c'était plus ou moins un labyrinthe que d'écrire ce scénario, qui est une structure un peu compliquée, pas plus compliquée que celle de Matrix ou de plein de films en puzzle. Mais du coup, l'écriture m'a pris très très longtemps et la recherche de financement m'a pris une décennie. À côté de ça, je me suis dit, tiens, pendant même que j'essaye de lancer ce film, il faut que j'ai des projets rapides, que j'écris en 2-3 pages, juste pour trouver le financement et faire quelque chose pour pouvoir payer mon loyer. C'est comme ça qu'a germé en même temps dans mon esprit le projet Danger. À l'époque, ça s'appelait Danger, qui est devenu par la suite Love. J'écris 4 pages. Je l'ai proposé à Vincent Cassel et Monica Bellucci, qui ont refusé. Et du coup, j'ai sorti un autre lapin d'urgence de mon chapeau. Et j'ai dit, tiens, on va faire un film de viol et vengeance raconté à l'envers. On a fait Irréversible. Le scénario que j'ai pondu en 3 jours, il faisait 3 pages. Et bizarrement, ce film, qu'on pensait tous, une espèce d'anomalie du système, qu'on avait nous lancé, mais on pensait que ça allait finir en film culte, qu'il allait passer à minuit au Max Linder, etc. Mais on s'était pas du tout préparé à ce que le film marche ou qu'il passe à Cannes en compète. Et c'était plutôt, voilà, on fait un film culte, on vole de l'argent à Studio Canal et voilà, tout le monde est content. Mon narcissisme est satisfait, le leur aussi. Par rapport à ce scénario-là, il n'y avait pas une ligne de dialogue, il n'y avait même pas de titre. Il y avait marqué projet de Gaspard Noé avec les 3 comédiens, mais le titre, il est arrivé une semaine avant le début du tournage. Et le jour du tournage, effectivement, on commençait par filmer le film de manière chronologique. Et même si après je savais qu'on allait retourner les séquences, et tous les dialogues étaient improvisés sur place. Et même les actions étaient improvisées. Il est passé à Cannes, bien sûr il n'a pas eu de prix, c'est impossible qu'il ait un prix, mais il a eu le prix du scandale. Du coup je me suis dit, tiens, je suis dans le juste, il faut que je continue à faire des films comme ça, pas des films avec des scénarios, mais des films avec des concepts. Et après tu laisses libre cours aux gens devant la caméra.
Depuis, effectivement, même quand j'écris des scénarios, je fais tout pour arracher le texte des mains des comédiens ou des non-professionnels. Je leur dis voilà de quoi s'agit le truc, tu le lis, et je retire pour pas qu'ils apprennent le texte. Je veux pas qu'ils apprennent mes mots. Je préfère qu'ils viennent avec leurs idées, leurs suggestions, et que le film se fabrique. Pour moi, un film se fait sur le plateau. Tu trouves un moment très mal. Financièrement, je peux pas t'aider. T'as même pas 200 balles? Même pas. Tu veux voir le fond de ma poche? Non. Si. Ce que je pourrais faire, c'est te nourrir, si tu veux. Une de mes séquences préférées dans Seul contre tous, c'est quand le boucher au chômage, il va demander de l'argent à un ancien ami. Et celui qui joue son ancien ami, qui lui explique pourquoi il ne peut pas lui prêter de l'argent, c'était un gardien d'immeuble que j'avais rencontré parce qu'on cherchait un petit décor pour faire une séquence. Et du coup, c'est un gardien d'immeuble dans le 9e. Et le mec, toutes les économies de sa vie, alors que c'était un mec super, qui vivait super humblement dans un 10 mètres carrés, toutes les économies de sa vie qui allaient lui permettre d'aller dans une maison de retraite, il les avait prêtées à un bourge toxico du dernier étage qui lui avait emprunté. Et du coup, le mec, il dit oui, prêter l'argent, c'est ce qu'il y a de pire. Il m'avait raconté ça le jour où je cherchais le décor. Et du coup, je me suis dit, attends, mais c'était tellement touchant son histoire que j'ai appelé Philippe Larue. Je dis, tiens, j'ai une idée, une séquence où tu vas avoir quelqu'un qui va t'expliquer pourquoi il ne faut pas prêter d'argent. Et cette séquence-là, j'avais même dit, vous arrêtez de m'expliquer votre histoire, mais vous allez l'expliquer à Philippe Larue. Et du coup, le lendemain, on est venu avec une caméra et je l'ai filmé. Et le mec, il est tellement touchant, mais c'est parce qu'il il parle à la première personne. Je suis vraiment à plat. J'ai prêté à un ami que je considérais comme mon fils de l'argent qu'il ne m'a pas rendu. Plus de ça, moi, j'ai que la sécurité sociale pour vivre. Je ne peux même pas me payer une maison de retraite. Tu sais comment je suis? Je pourrais, je le ferais. Souvent, quand tu es réalisateur, ce que tu aimes, c'est quand les autres t'ont surpris. C'est rare que tu te surprennes toi-même. Cyril Roy, celui qui joue le peintre dans mon film Enter the Void, c'était un Français que j'ai trouvé à Tokyo, qui avait été barman, qui était au chômage, mais qui est un mec adorable. Et il n'avait jamais joué dans un film. Il était même venu accompagner un pote qui passait le casting. Il ne voulait pas passer le casting. Il dit non, moi je viens de voir parce qu'il avait adoré Seul contre tous. Et tout d'un coup, il me sort toute la voix off du boucher qu'il connaissait par cœur. Il dit non, moi je veux picoler avec toi. Et je lui dis mais tu veux pas que je te filme? Et il s'est mis, il commençait à raconter des trucs. Il était tellement drôle. Je dis mais ce mec il a un charisme. Le charisme, tu l'as ou tu l'as pas. Mais il était tellement à l'aise avec moi. Et moi avec lui, c'est évident, c'est ce mec-là qu'il faut mettre dans le film. Et même s'il était bourré 24 heures sur 24, il avait une mémoire où tu lui disais fais ceci, fais cela, il savait exactement où placer son pied. Pour moi, c'était comme un carrosse d'or sur mon film que d'avoir quelqu'un qui n'était pas un comédien, mais qui assurait comme le comédien le plus professionnel de la planète. Et aussi, ce qui t'arrive, c'est que tu as des personnages qui sont vraiment des figurants. Il y a les flics, il y a 3 voyous dans la rue. Et tout d'un coup, trois voyous, il dit qui c'est qu'on va prendre? Et tu te retournes et tu vois le mec qui fait la sécu de ton film. Parce qu'il faut des mecs balèzes pour te protéger quand tu tournes en banlieue. Il y a toujours des embrouilles, tu reçois des œufs sur la tête, etc. Et tout d'un coup, tu dis au mec qui fait ta sécu, tu veux pas te mettre devant la caméra, etc. Et le mec, il dit une phrase, et tu l'as dit trop bien. On fait une deuxième prise, tu rajoutes du dialogue. Et après, troisième prise, tu rajoutes beaucoup plus de dialogue. Et à la fin, tu fais une séquence où il devient un des personnages importants du film, juste parce qu'il est bon. Ah. La personne qui s'est fait agresser tout à l'heure, c'est quelqu'un que vous connaissez? Ça n'a pas l'air d'aller. C'est dur. On croit toujours que ça arrive qu'aux autres. Puis quand ça nous tombe dessus, on perd les pédales. Le comédien qui arrive, qui a fait du théâtre ou du cinéma, etc., et tu sens qu'il est un peu bloqué par le texte, et ben tu lui enlèves le texte. Et tu fais parler le vigile qui est à côté, et d'un coup la séquence elle vient très bien, parce que le vigile est très bien et que le comédien il était pas bien. Et du coup lui il ne parle plus, et c'est le vigile qui dit même le texte à la place, il dit oui je sais que vous pensez que, etc. Et tous les dialogues sont dans la bouche de l'autre. J'aime bien lancer un tournage comme d'autres gens partent en vacances. Tu prends les gens les plus intelligents, les plus cool, etc. Pas des psychopathes, les narcissiques, et les gens qui comptent les heures de travail. Et du coup, tu dis voilà, le temps que ça dure, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, tu t'amuses avec des gens à faire des films. Comme dit Buñuel, il faut jamais faire pour l'argent ce que tu ferais pas gratuitement, mais il est bien que tout le monde reçoive un salaire
qui en plus fasse que le mec il est tranquille pendant une semaine, 2 mois, 3 mois ou 1 an derrière, et que tout le monde soit correctement rémunéré en s'amusant à faire un film qui soit trash ou pas trash, mais que toute l'expérience soit positive. J'ai fait des storyboards au départ, comme j'étais fasciné par la BD quand j'étais gamin. Je crois que je suis venu au cinéma presque par la BD. Mon premier court-métrage, effectivement, il était tout prédessiné de manière très frontale parce que j'étais pas très bon pour dessiner les perspectives. Mais du coup, après, c'était comme un petit théâtre de marionnettes filmé. J'avais fait le dessin et après, je mettais les comédiens et ils faisaient ce que j'avais fait dans le petit dessin. La vérité, c'est que quand tu commences à jouer avec des caméras, tu te rends compte que le monde extérieur, si tu choisis bien tes angles et tes objets à tourner ou les personnes à tourner, te propose plus de trucs que ce que tu as dans ta propre tête. Après, c'est la réalité du tournage et la réalité de ce qui se passe au tournage et au montage qui te dicte si tu as respecté ton propre concept ou changé de concept. Il y a plein de fois où j'avais un concept rigide pour un film et la réalité, c'est que si à un moment tu vois qu'en tant que premier spectateur de ton film, tu décroches, et ben tu coupes, tu changes tu changes, et si tu voulais mettre la musique classique et ça marche pas, et ben tu mets de la musique disco, peut-être la même séquence elle va marcher. Si tu disais voilà je vais tout faire le film en plan séquence et que tout d'un coup tout ton film qui était en plan séquence, il y a un passage qui est pas bon, et ben tu coupes le plan séquence et ton film il sera fait en 2 plans séquences. C'est un peu ce que j'ai fait sur Climax. Je pensais faire la première moitié en plan séquence. Il y a un moment, je me suis dit, je ne pourrais pas improviser des dialogues qui soient vraiment bien à des danseurs qui n'ont pas trop l'habitude, à l'intérieur d'un plan de séquence avec des mouvements. Au 5e jour de tournage, mais sinon, là, l'attaque, on va couper ce qui était prévu pour être un plan de séquence pour changer le fusil d'épaule et faire des plans fixes documentaires et laisser tourner pendant 30 minutes des dialogues pour en récupérer juste 30 secondes par-ci, 1 minute par-là. Je m'inquiète pour l'enfant. Mais non, pourquoi tu t'inquiètes? Il est parti dormir, il va bien. Il y a un souci? Il n'y a pas de souci du tout. Ok. Les plans de séquence de mes films, la plupart du temps, c'est des bouts de plans de séquence raccordés. C'est Hitchcock qui avait mis ça au point quand il avait fait La Corde. La deuxième moitié de Climax, on dirait que c'est un plan de séquence de 45 minutes. Et il y a 6-7 bouts raccordés de manière invisible, comme dans La Corde de Hitchcock. Et le début de Enter the Void, il y a plein de plans qui raccordent pendant des panneaux filés ou pendant des passages de porte, etc. Avant, quand on tourne en pellicule, tu disais, bon, on fait une prise, tchac, bon, fini, coupé, on change le magasin. Et chaque fois que tu changes le magasin, le coiffeur il vient, il commence à retoucher la comédienne, le maquilleur il vient. Et du coup, maintenant, ce que je fais, c'est que plutôt que de couper la prise, je dis bon, c'est fini. Bon, la caméra, surtout ne coupez pas la caméra, on continue à tourner, remettez-vous en place, etc. Et t'arrives, le temps que tu mettais avant à faire 3 prises, maintenant tu peux faire 10 prises. Parce que tu enchaînes et ça fatigue beaucoup les gens à l'image parce qu'ils n'ont pas le temps de respirer. Plus tu enchaînes les prises, plus les barrières ou le truc rationnel des gens filmés disparaît. Et souvent, quand ils enchaînaient 4 prises sans s'arrêter, à la 4e, ils sont vraiment... Ils sont pas conscients d'eux-mêmes. Et c'est souvent, c'est presque toujours les dernières prises qui sont les meilleures. Par exemple, la séquence du métro d'Irréversible, on avait tourné plusieurs versions où le personnage joué par Albert Dupontel, qui était censé être l'ancien petit ami du personnage joué par Monica Bellucci, parlait de neurobiologie et à la fin, on s'est dit il y a un dernier métro. Et c'est ce que j'ai appris à faire aussi quand je tournais Irréversible, c'est que je dis toujours, on fait les prises, il faut qu'on en ait 1 ou 2 bonnes, qu'on dise on va pouvoir utiliser. Une fois que tu as 2 bonnes prises, si tu as encore le temps, et tu as presque toujours le temps, tu vas on fait une dernière où c'est voilà, faites ce que vous voulez, c'est carte blanche. Et j'ai dit à Albert, bon, change ton texte, tu fais ce que tu veux.
Il dit, mais je peux parler de cul parce que ça fait rigoler tout le monde. Bien sûr que tu parles de cul, tu fais ce que tu veux. Je te dis. Une fois, elle a crié, et c'est parce qu'elle était tombée, elle s'était cognée sur le... Arrête! En fait, elle avait un gros bleu. Pourquoi c'est La comme seule ça? trace d'orgasme que j'ai pu lui laisser, c'est un gros bleu sur le front. Ce qui était dur quand j'ai vu cette séquence-là, ou ce qui était dur aussi quand je filmais Climax, et que t'as les deux blagues qui parlent de cul, etc., c'est que des fois, t'es derrière la caméra et t'entends des trucs et t'as envie d'éclater de rire et tu te retiens, etc., pour pas gâcher la prise avec ton rire. Mais gars, faut savoir tenir son zizi un peu. Les gars, on n'a qu'une seule vie. Et quand il fait la longueur du mien, je suis obligé d'utiliser. C'est un don. C'est un don, je vais le partager. Je crois que c'est Jean Eustache qui disait que quand tu tournes un truc, souvent il y a une prise, il y a toujours une prise où il y a un accident de tournage. Parce que tout d'un coup la tasse elle est tombée, ou parce que le téléphone a sonné, ou parce que tout d'un coup il y a une voiture de police qui est passée, que le comédien s'arrête de parler pour écouter la voiture de police. Et il disait, quand tu arrives au montage, c'est toujours cette prise-là que tu prends. Parce que tout d'un coup, tu as une éruption du naturel dans un truc qui est simulé. Et c'est vrai que aussi tu peux toi-même provoquer le naturel en disant, voilà, oubliez ce qui était écrit, faites ce qui vous amuse. Et il y a des fortes chances que tu prennes presque systématiquement cette prise-là et pas celle qui respecte ton scénario ou ton traitement, quoi. J'ai commis quelques erreurs. On apprend dans l'erreur. Il y a toujours des trucs, tu dis, oh putain, j'ai déconné une fois, je fais plus. On a tourné pendant 3 jours. Le premier jour, on faisait une répète. Deuxième jour, on devait la tourner. Et je dis, ouais, les séquences de fête, c'est compliqué, prévoyons 3 jours, donc un jour de répète, un jour de tournage. Et le premier jour de tournage, la sauce prenait pas du tout. Mais pas du tout. Du coup, je dis, putain, c'est parce que les gens sont pas assez bourrés, parce qu'il y a pas assez de monde, parce qu'ils sont pas assez drogués, mais ça faisait très rigide. Même on avait la bonne musique de Bangalter. Et du coup, le jour d'après, appelons tous les amis et disons, il y a une fête, vous venez dans une fête et en plus, on va vous payer on va vous payer pour faire la figure. Et du coup, on avait 3 fois plus de gens. Et j'ai dit, voilà, que les gens viennent avec la défense, qu'ils viennent avec de l'alcool, et voilà, et faisons une fête et on se démerdera après pour effacer les regards caméra ou tout ça. Mais j'étais tellement stressé que j'ai pris du MDMA. Mais après, je vais faire la caméra. Et faire la caméra sous ecstasy, c'est impossible. J'avais monté l'escalier, j'avais les jambes coupées comme ça. Et je regardais, j'avais les pupilles dilatées. Et tout le monde dans l'équipe me disait, mais Gaspard, tu tournes. Et j'étais là comme ça, les yeux hallucinés. Et j'avais raté la séquence la veille, je ne voulais pas la rater. Heureusement, il y a quelqu'un qui m'a sauvé la vie. Comme on faisait une fête, il y a le Steadicammer qui avait fait une séquence avant, qui était venu, qui a regardé au moniteur. Donc il avait vu les premières prises que j'avais cadrées avant d'être raide défoncé. Après, effectivement, il a pris le relais en caméra portée. Et moi, j'étais comme ça, couché sur un sofa à côté du moniteur. Je regardais, mais je comprenais rien de rien. Et la séquence s'est faite sans moi. Et même Vincent, qui était bien éméché à un moment, il oublie qu'il s'appelle Marcus. Il dit, je m'appelle Vincent, etc. Et c'était n'importe quoi. J'ai découvert, du coup, les rushs de cette séquence-là, a posteriori, quand j'avais repris mes esprits. J'ai dit, putain, effectivement, on va pouvoir utiliser la prise, mais j'étais là et pas là, etc. J'ai rêvé ce jour de tournage. J'ai jamais se surdoser de joints quand tu réalises, ou de LSD, ou de MDMA. Les psychédéliques, c'est ce qu'il y a de pire. Depuis que je fais des films, la pellicule est assez sensible pour pouvoir éclairer une scène avec des ampoules survoltées et des lumières qui soient à des emplacements logiques, comme dans un documentaire. Je ne prends pas d'HMI chez le lourd de matériel. HMI, c'est les gros projets de cinéma. On ne met pas des projets sur pied comme ceux qui sont ici. C'est que des ampoules survoltées, des tubes néons. Mais si tu mets par exemple une lumière basse à une table, tu sais qu'il y a plein de mouvements de caméra que tu ne vas pas faire, parce que si tu projettes ton ombre sur le comédien, après il va falloir l'effacer numériquement ou il va falloir faire une coupe. Et tu as tout un système logique qui se met en place dans ton cerveau pour, quand tu poses la lumière, savoir comment je vais faire, si je fais un travelling ou qui l'accompagne depuis le sofa jusqu'à la porte, etc. Et du coup, tu finis souvent par mettre les lumières au plafond et de manière diffuse pour pas avoir ce genre de problème. Tu as toujours peur de rater une séquence, parce qu'il y a 1000 facteurs qui font que tu rates une séquence et que c'est pas crédible à l'écran. Je dis, qu'est-ce que tu peux rajouter dans le sens de la dramaturgie pour être sûr que ce sera plus oppressant? C'est pour ça que dans tous les films, quand il y a une séquence de dispute, t'as des éclairs et des tonnerres, et la pluie, et le vent, etc. C'est pour mettre à l'image des sensations intérieures. De le peindre en rouge, ça me faisait penser à
un truc que mes parents m'avaient dit sur les salles de torture en Argentine, c'est que peut-être que formés par Ossarès et tous les grands tortionnaires français, les Sud-Américains, ils savaient comment bien faire pour faire parler les gens, et ils peignaient les salles de torture en rouge. Comme ça, les gens, quand ils arrivaient dans la pièce, déjà, ils étaient terrorisés. Et du coup, je me suis dit, voilà, si je veux faire peur dans une séquence en montrant un acte de violence, déjà, si tu parles d'un truc en rouge, déjà, le spectateur, il va être terrorisé. Par exemple, une séquence d'actes sexuels simulés comme celle d'actes de violence simulés, comme le tunnel la séquence du tunnel dans Irréversible, il y avait moi qui tenais la caméra, il y avait le perchman qui était derrière moi, et il y avait personne d'autre dans le tunnel. Et effectivement, sur quelques moyens de gens, plus t'es dans un truc intime où les gens sont à l'aise. Dans Seul contre tous, en parlant de cette séquence du gardien d'immeuble qui explique à Philippe Laurent pourquoi il ne peut pas lui prêter d'argent. Pareil, il y avait juste moi derrière la caméra, c'est moi qui avais fait le point, et il y avait juste le perchman qui était là, on était deux, et lui il était caché derrière moi, et ça marchait très bien comme ça. Et du coup, des fois, il y a des séquences qui n'ont pas besoin de plus de gens. Quand tu filmes des séquences de simulation sexuelle ou pas de simulation sexuelle, il faut savoir créer une certaine intimité. Tu vois, les gens, ils n'ont pas l'habitude de se montrer nus en 10 personnes. Et du coup aussi, le truc que tu peux faire, et ce que je faisais pas mal sur Love, c'est que des fois, je mettais les caméras en place sur des grues ou sur des pieds, et après tu sors même de la salle. La musique que tu as besoin de penser avant le tournage, c'est celle sur laquelle les gens dansent. Par exemple, sur Climax, il fallait vraiment qu'on sache à chaque séquence sur quoi les gens ils allaient danser. Donc il fallait qu'on négocie les droits au préalable. Il fallait qu'on prépare sur les musiques sur lesquelles les gens ils allaient danser des versions juste en infrabasse où c'est du pour pouvoir faire parler les gens et qu'ils dansent sur le rythme tout en parlant, parce que sinon si tu envoies la musique tu peux plus récupérer les dialogues. Si tu étais sur le plateau, ça faisait et c'était des fréquences qu'on pouvait couper au montage son pour pouvoir garder tous les dialogues et après mettre le son comme nous on voulait. Par exemple, une de mes séquences préférées de Love marche essentiellement à cause de la musique, pas essentiellement, mais en grande partie à cause de ce que ça donne avec la musique. C'est le plan A3 qui est sur une musique de Funkadelic qui s'appelle Maggot Brain, qui est un solo qu'avait fait le guitariste de Funkadelic, totalement défoncé un jour, et il a improvisé, et tout d'un coup la musique elle est tripante comme peu de trucs qu'on a entendu à la guitare électrique. Il était dans sa tête, il partait sur la Lune ou sur la planète Mars. Et en essayant cette musique-là, je me suis dit, waouh, la séquence est fabuleuse. Et du coup, quand on a commencé le montage de Love et que j'ai essayé cette musique, je dis, je sais pas combien d'argent on a pour le budget global du film, je sais pas comment on va s'en sortir avec les autres, mais s'il y a bien un morceau qu'il faut négocier à tout prix, quel que soit le prix, c'est Maggot Brain de Funkadelic. Et une fois que ça c'était négocié, je dis combien il nous reste pour les 2 heures restantes du film, mais je voulais ça, et c'est vrai que on cherche toujours à mettre comme un commentaire émotionnel intérieur ou extérieur sur une scène par la musique. Et souvent les trucs que tu as prévus ne marchent pas, et les trucs que tu n'as pas prévus marchent super bien, ou des fois tu as des suggestions de gens. J'ai un excellent music supervisor qui négocie tous mes droits, qui s'appelle Pascal Meyer. Et depuis que je travaille avec lui, tu vois, tout devient simple. Sur Climax, au début du film, je ne savais pas quoi mettre comme musique. Mon musique supervisor m'a dit « Ah ouais, toi qui aimes Eric Satie, tu connais Eric Satie par Gary Newman ?»
Et tout d'un coup, il m'a fait goûter. Je dis, ah putain, mais j'étais obsédé par ce morceau. Quand j'étais adolescent, j'écoutais Gary Numan, mais ce que je préférais chez Gary Numan, c'était cette interprétation d'Eric Satie. J'ai découvert Eric Satie par Gary Numan. Et tout d'un coup, ça m'a rappelé ma propre adolescence. Et je l'ai collé. Je dis, putain, c'est encore mieux que ce qu'on voulait mettre. Ouais, il y a des gens qui savent appuyer sur la bonne touche pour te recommander des trucs qui sont des bonnes idées. Benoît Debille en fait partie, Kenya Sumoto en fait partie, mes monteurs, Denis, Marc, c'est des gens qui sont très inventifs. Et plus tu t'entoures de gens inventifs, plus tu as des chances de faire un spectacle jouissif. Des fois, quand tu as raté ton tournage, tu arrives toujours des fois à sauver à la salle de montage, tu trouves des concepts pour sauver des séquences qui ont été ratées. Par exemple, il y a une séquence que je trouvais ratée, c'est quand j'avais fait Climax à la fin, la séquence finale, qui devait être le paroxysme de tout. Je l'ai tourné, etc. Et les gens, ils faisaient les fous, etc. Et la lumière était rouge, un peu comme le début d'Irréversible était rouge. Je me dis, mais tiens, mais je suis en train de refaire le début d'Irréversible, mais en moins bien. Et j'ai vu la séquence, j'ai dit, c'est dommage parce que tout le film montait, et là, tout d'un coup, ça ne marche plus. Et là, idée de génie, on n'a pas beaucoup d'idées de génie dans sa vie, mais j'en ai eu quelques au montage, et là, j'ai dit, putain, et si on retournait toute l'image à la fin? Et tout d'un coup, au montage, flip-flop, et la séquence était magnifique. Et voilà, des fois, tu as des trucs qui sont ratés, qui peuvent, par un coup de bâton magique, devenir bien. Tant que tu n'as pas livré la copie, tu peux toujours l'améliorer. Et une fois que tu as livré ta copie, tu ne peux plus faire grand-chose. Et c'est pour ça que je ne veux jamais revoir mes anciens films. Parce que tu souffres en voyant tes films, tu te dis putain, là, j'aurais dû couper 3 secondes plus tôt, là, j'aurais dû changer la voix, ah non, là, le doublage, c'est pas possible, là, le mix, il est trop fort, j'entends pas. Il y a pas si longtemps, j'ai revu Love, et tu vois, t'as la main qui tremble pour chercher des ciseaux, et tu vois, il y a une table de mixage. Heureusement, quand j'ai revu Irréversible, 17 ans après l'avoir fait, j'ai eu cette idée de pouvoir le remonter à l'endroit, et du coup, je me dis, au moins, t'étais dans un rapport actif. Mais des fois, c'est très pénible de revoir ces anciens films. Encore plus quand les gens que tu as filmés, ils sont morts, et tout d'un coup, tu as un truc mélancolique qui se met en place, parce que tu regardes et tu vois plus le film, tu es en train de voir la personne qui avait été tellement cool avec toi et qui n'est plus de ce monde. Mais à quel moment, quand tu montes un film, quand tu es en salle de montage, tu te dis « Ok, c'est bon, j'ai le film final ». 48 heures avant la projection au Festival de Cannes. C'est là, c'est fini, il faut rendre la copie, parce que sinon on va rater la projet de presse. Un film, c'est l'affiche c'est le film. Tu peux pas penser à l'Orange Mécanique sans penser à l'affiche, tu peux pas penser à Alien sans penser à l'affiche. Depuis déjà bien longtemps, je fais toutes mes affiches avec Laurent Luffra. Travailler avec lui, c'est encore une fois, c'est comme partir en vacances. Quand je dis, tiens, on va pouvoir s'enfermer, faire des nuits blanches de retouches. Je prends autant de plaisir à voir ces conceptions d'affiches que j'en prends à monter mes films ou à projeter mes films, quoi. On avait donc sorti Irréversible à l'époque, et là, il y avait la possibilité de ressortir le montage à l'endroit en salle. Et on devait déplorer. Il dit, mais qu'est-ce qu'on fait comme affiche? Et je dis, bah, c'est le film à l'envers, il faut qu'on trouve le contre-champ. Et du coup, effectivement, c'est où est-ce qu'on trouve le matériel? Parce qu'en plus, les négatifs et des photos que j'avais fait moi du tunnel à l'époque, elles avaient disparu, tout le matériel avait été occupé par Studio Canal qui ont perdu le négatif. Et du coup, j'avais juste des petites photos tirées. Et du coup, on a vu comment est-ce qu'on peut remonter à partir de différents trucs. Monica de face et récupérer des images du film avec l'agresseur qui vient par le fond. Et du coup, effectivement, il fallait trouver des éléments pour pouvoir faire le contre-champ de l'autre. Mais et du coup, je suis très content. Mais c'est comme si c'était la prolongation de la même affiche, du même film, mais de la phase B, quoi. L'idée d'Enter the Void, il y avait le monteur des effets spéciaux du film à l'époque, Jérôme Penel, qui a monté Lux Eterna, qui m'a dit, ah tiens, si tu cherches des génériques, il m'a montré un montage qui était sur Internet où c'était, quelqu'un avait pris tous les films hollywoodiens, depuis les grands films hollywoodiens, et tout d'un coup, tu avais genre 1000 cartons de titres de films qui sont générés. Et tout d'un coup, je sais pas, en passant à la salle de montage, je dis, passons en accéléré, et tout d'un coup, et tu avais plein de trucs qui changeaient. Je dis, putain, c'est joli quand tu passes en accéléré et que tu as du mal à lire. On m'avait reproché que le film était long, il fallait faire un générique très court. Et je me dis, tiens, si on fait comme ce truc en accéléré, ça pourrait marcher. Et après,
c'est Pierre Buffin qui m'avait dit « Ah oui, il y a un graphiste avec qui tu vas super bien t'entendre, c'est Tom Kahn qui fait des logos, qui a fait des pochettes d'Anthem, qui fait... » Et du coup, j'ai rencontré Tom, il était fabuleux, j'ai adopté tout de suite. Et en plus, comme il est d'origine japonaise, en plus c'était son esthétique, et du coup, j'ai dit « Tiens, est-ce qu'on peut faire un truc comme ça avec plein de typos japonaises, françaises ?» Et du coup, comme Laurent Lufra, c'est une machine de guerre. Et le mec, il a tellement proposé, pour chaque personne, il m'a proposé genre 50 logos, et je dis, tiens, mais c'est parfait, en 50 images, donc en 2 secondes, on va mettre tes 50 logos, et tu pas poser la table. Et c'était tellement joli que je me suis dit, tiens, effectivement, c'est une de mes parties préférées du film. Et du coup, même pour les gens qui l'avaient vu dans une copie de travail à Cannes, après, ils redécouvraient le film avec le générique le plus hystérique que la France s'est jamais produit. Oui.